Madame, Monsieur, bonsoir. Bien heureux de vous retrouver sur les antennes de Reflet d'Afrique Télévision. Les titres de ce 20h. Financement des projets de la CEMAC. Les pays membres et les bailleurs de fonds se retrouvent les 16 et 17 novembre prochains à Paris. C'est finalement lundi et mardi prochain que la table ronde pour le financement des 11 projets intégrateurs de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale aura lieu. Ces assises sont placées sous le haut patronage de Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Session parlementaire du mois de novembre 2020, les députés de l'Assemblée nationale du Cameroun se sont retrouvés hier au palais des congrès de Yaoundé autour de leur président, le très honorable Kavaye Djibril. Cette session s'est tenue ou se tient au moment où le pays est sur le point d'organiser les élections régionales pour la première fois de son histoire et à un moment où les violences se font de plus en plus régulières. Grand Prix cycliste international Chantal Biya, la France et la Hollande disent non à la compétition en raison de la Covid-19. Cette 20e édition qui débute dans 6 jours ne verra pas la participation de ces pays. Quant au comité d'organisation, il est à pied d'œuvre pour que l'édition de cette année soit meilleure que les précédentes malgré la pandémie du coronavirus. Je vous annonce qu'en posture d'invité de ce journal, comme tous les vendredis, nous allons recevoir depuis l'Hexagone le professeur Pierre Mila Assouté, homme politique camerounais en exil depuis près de 17 ans et président national du Rassemblement démocratique pour la modernité du Cameroun. Madame, Monsieur, retrouvons-nous dans une poussière de secondes pour le développement des titres de ce journal. Bonsoir une fois de plus. Coopération décentralisée, l'Allemagne se tient aux côtés du Cameroun. Le directeur du programme de bonne gouvernance de l'institution de la coopération internationale allemande, Wim Deckers, vient d'être reçu par le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam. C'était lors de la 2e session de la commission interministérielle pour la coopération décentralisée. Lestine Fumba, reportage. Le ministre de la décentralisation et du développement local, Georges Elanga Obam, a reçu un guide prévu à servir de feuille de route dans la préparation, la négociation, la mise en œuvre et le suivi des actions de coopération décentralisée au Cameroun. C'est avec la collaboration de la coopération internationale allemande que le document remis par le directeur de bonne gouvernance de l'Institut Wim Deckers le 11 novembre 2020 lors de la 2e session de la commission interministérielle pour la coopération décentralisée a été préparé. Le guide est un complément de celui qui a été initié par les cités et conseils unis du Cameroun en 2012. Pendant la session présidée par le ministre, il a déclaré que le guide qui sera utilisé pour accélérer le processus démocratique est un document stratégique et réaliste. Dans la vision de valoriser le bilinguisme, le document conçu en anglais et en français a été préparé sous forme de questions et réponses présentant les modalités pratiques des mécanismes de coopération décentralisée. Au-delà de la remise du guide, les membres de la session ont partagé sur 4 sujets principaux dont l'adoption d'une feuille de route annuelle, la formulation de propositions pour améliorer la coopération intercommunale, l'examen du rapport de l'année dernière et l'examen de l'accord de projet entre Bush et la mairie d'Ebolova. Selon Wim Deckers, l'élaboration du guide faisait partie de la contribution de la GIS pour renforcer les capacités des principaux acteurs de la décentralisation dans leur rôle de promotion du développement local durable. Nous espérons que les dirigeants des collectivités territoriales camerounaises trouveront dans ce guide bilingue des informations, des orientations, des méthodes et des outils pertinents qui peuvent les aider à s'engager et à gérer efficacement les accords de coopération décentralisés, a-t-il déclaré à la fin des travaux. Financement des projets de la CEMAC, les pays membres et les bailleurs de fonds se retrouvent les 16 et 17 novembre prochains à Paris. C'est finalement lundi et mardi prochain que la table ronde
pour le financement des 11 projets intégrateurs de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale aura lieu. Ces assises sont placées sous le haut patronage de Denis Sassou Nguesso, président de la République du Congo. Toutefois, en raison de la pandémie de la COVID-19, tous les acteurs ne pourraient pas se réunir au même endroit, d'où l'option d'une réunion sous format hybride, vidéoconférence et présentielle. Cette table ronde, qui doit réunir les acteurs publics et privés, vise à collecter une enveloppe globale de 2820 milliards de francs CFA pour la réalisation ou la finalisation d'infrastructures de connexion entre les pays de la CEMAC dans les domaines tels que la facilitation du transport et des échanges, la production et l'interconnexion des réseaux électriques et de communication, la construction d'un marché commun et la diversification économique et enfin le capital humain. Des projets arrêtés par les chefs d'État de la sous-région lors de leur sommet extraordinaire le 22 novembre 2009 à Yaoundé. Leur mise en œuvre ayant pour finalité l'accélération au mieux, le renforcement de l'intégration économique et du développement de la sous-région. En prélude à cette table ronde d'une mission de la CEMAC conduite par Gilbert Ondongo, ministre d'État, ministre de l'économie, de l'industrie et du portefeuille public de la République du Congo et président du comité de pilotage du programme des réformes économiques et financières, s'est rendu auprès de divers partenaires au développement, notamment l'Agence française de développement, la Banque islamique de développement, Dubai Port Authority, Millennium Finance Corporation, pour ne citer que ces structures-là. C'était en début d'année. Il avait également été noté un fort intérêt pour les projets cités et une volonté affirmée d'accompagner la CEMAC. Après l'appel d'offres du G dernier, le ministre de l'Eau et de l'Énergie Gaston Ilundu Issoumba sollicite de nouveau des traders pour l'importation de 465 000 tonnes métriques de produits pétroliers pour le compte du premier trimestre 2021, afin que les eaux camerounaises en disposent en grande quantité pour les différents usages. Régine Linda Gobitik pour les détails. Dans le cadre de l'approvisionnement pérenne du Cameroun en produits pétroliers, le ministre de l'Eau et de l'Énergie, Gaston Ilundu Issoumba, lance de nouveau un avis de consultation internationale ouverte pour la sélection des traders de produits pétroliers au Cameroun au titre du premier trimestre 2021. La dite consultation est ouverte aux sociétés internationales de trading et porte sur la fourniture d'une quantité de 465 000 tonnes métriques de produits pétroliers. Le Cameroun compte ainsi importer 150 000 tonnes métriques de gasoline pour le lot A, 210 000 tonnes métriques de gazole pour le lot B, 60 000 tonnes métriques de jet A1 pour le lot C, 150 000 tonnes métriques de fuel oil 1500 pour le lot D et 30 000 tonnes métriques de fuel oil 3500 pour le lot E. Le prix final de l'offre sera la moyenne des cotations moyennes publiées par Platts European Market Scan sous la rubrique Cargo Fob Med pour le super oil et le gazole, le CIF NWE pour le jet et le fuel, augmenté de la prime. Depuis fin 2019, le Cameroun a mis en place un nouveau mécanisme d'approvisionnement pérenne du marché à l'effet de minimiser les coûts et les manques à gagner éventuels qui allaient continuer à exposer la trésorerie de l'État. Il consiste à sélectionner par appel d'offres international 4 traders pour une période donnée qui ont la charge de rendre disponibles de grandes quantités de produits pétroliers dans les eaux camerounaises afin de les vendre aux marketeurs et importateurs locaux avec comme critère de sélection un niveau de prime plus compétitif. Selon Gaston Ilundu Issoumba, cette manière de procéder permet de réaliser des économies budgétaires estimées à 150 milliards de francs CFA par an. Dans le cadre de ces opérations sous la période de février à mai 2020, le Cameroun avait retenu le Nigerian Sahara Energy SA comme principal trader. En dehors de ce dernier, les 3 suivants immédiats retenus en cas de déférence du premier trader étaient Vitol, Adax Energy et Petra Energy SA.
Session parlementaire du mois de novembre 2020, les députés de l'Assemblée nationale du Cameroun se sont retrouvés hier matin au palais des congrès de Yaoundé autour de le président le très honorable Cavaillé Guédibril. Cette session se tient au moment où le pays est sur le point d'organiser les élections régionales pour la première fois de son histoire et un moment où des violences se font de plus en plus légion. Le président de l'Assemblée nationale, lors de la séance plénière, a appelé tous les acteurs impliqués à assurer le rétablissement de la paix dans les régions en crise. Une assurance qui a également été donnée au public sur les différentes mesures mises en place pour freiner la propagation de la pandémie du coronavirus. Cette session de l'année en cours sera essentiellement consacrée au vote du budget de l'année 2021. Je vous propose d'écouter respectivement les honorables Cabral Libi, Ngo ici, tous deux du parti camerounais pour la réconciliation nationale, et l'honorable Franck Éric Zié du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Ma réaction, après avoir suivi le président de l'Assemblée nationale, est que je salue les prises d'opposition fermes qu'il a eues à l'endroit de la criminalité qui a cours dans une partie de notre pays, et le fait qu'il ait effectivement martelé qu'on peut défendre toute cause, mais aucune cause, la défense d'aucune cause ne peut justifier qu'on s'attaque à l'école, qu'on s'attaque aux écoliers, qu'on s'attaque aux enfants. Aucune cause au monde ne peut justifier cela. Mais derrière cela, effectivement, il y a un autre appel que ce constat ou que cette fermeté renvoie. C'est qu'il faut qu'à cette session-ci, que les députés se penchent véritablement sur la crise anglophone. Parce que cette criminalité est interpellative à tout point de vue. Donc mon expectative, et lui-même il l'a dit en filigrane, est qu'effectivement nous nous penchons sur cette question au cours de cette session-ci et que nous interpellions le gouvernement qu'un bilan, qu'un adjournament soit fait sur la démarche qui a été entreprise, sur les stratégies qui sont mises en place, sur les actions qui ont été menées, pour que nous, les élus du peuple, nous puissions faire une évaluation de cela et nous faire une idée de cela. Pour le reste, je suis en phase, notamment avec l'interpellation des PME qu'il a faite à la fin de son discours, qui est primordiale pour la relance de notre économie. Nous savons, la crise étant passée par là, nous savons que pour relancer notre économie, il faut que nous puissions capaciter les petites, les moyennes entreprises et que l'on cesse avec cette fixation que l'on a au sommet de la pyramide avec les plus gros poissons. Donc que lui l'ait interpellé, nous espérons que lors de l'examen du budget, que cette question également occupera une bonne place. Pour l'exercice 2021, les élus que nous sommes, nous avons des attentes majeures parce que durant la session de juin, nous avons eu à tabler sur le débat d'orientation budgétaire, même s'il faut qu'on relève quand même que la loi demande que nous ayons le projet de loi 15 jours avant l'ouverture des travaux. Nous n'avons pas eu ce projet de loi jusqu'à présent, mais nos attentes sont celles du peuple. En réalité, le peuple attend de manière efficace et de manière efficiente que les projets qui ont été déjà implémentés et arrêtés à cause du Covid puissent continuer, et maintenant qu'on puisse minimiser au maximum des budgets budgétivores, si je peux m'exprimer ainsi, pour se concentrer à l'essentiel, notamment le décollage national de notre économie nationale, en mettant un impact sur l'agriculture et la transformation locale. Parce que nous pensons qu'en transformant localement, il y a la plus-value et il y a maintenant la valorisation des produits camerounais. Oui, il faut dire que nous sommes là à l'ouverture de la session, de la troisième session de l'année. Et le président, le très honorable président, l'honorable Cavaillé Guédibril, a essayé de baliser un peu la scène politique et tout ce qui s'est passé ces derniers mois dans notre pays à travers les massacres de Kumba. Il s'est indigné et c'était un discours et dire au gouvernement que les attentes sont nombreuses. Et cette session va marquer quelque chose de positif parce que c'est la toute première pour le budget 2021. Donc il sera important que les décisions que nous allons prendre ici auront un impact sur le quotidien de nos populations pour 2021. Et c'est aussi l'occasion de conduire la politique du chef de l'État, des grandes réalisations dont je pense que ce sera une session âprement couverte.
Au cours de son allocution à l'ouverture des travaux, il est également revenu, l'honorable Kavaye Guédivé, sur les actes de violence perpétrés par les combattants séparatistes dans les régions anglophones envers les femmes et les enfants et la menace djihadiste Boko Haram. Pour les condamner selon lui, aucune cause ne peut justifier l'acte barbare du 24 octobre dernier perpétré dans la ville de Kumba, région du sud-ouest. Une minute de silence a été observée en l'honneur des héros tombés au champ dans ces régions avant l'entame de son discours de bienvenue. Écoutons une fois de plus tour à tour les honorables Joshua aussi du Social Democratic Front et Kopi Adamo qui reviennent sur les préalables pour la résolution pérenne et durable de la crise anglophone. Nous devons tout simplement dire que le discours du PAN a touché à tout ce qui concerne le défi de la vie nationale au Cameroun au moment où cette troisième session de l'année législative 2020 s'ouvre. Nous pouvons dire notre satisfaction par rapport à cette vue d'ensemble de défis, mais nous devons dire également le ressentiment que nous avons de voir que par ce discours, l'Assemblée donne une onction à une solution du pouvoir exécutif dans la gestion de la crise anglophone qui nous semble discutable et qui est discutable au sein de l'opinion nationale. Vous ne pouvez pas, dans une crise, aller au désarmement, démobilisation et réinsertion sans avoir signé l'arrêt des hostilités. Nous pensons que cette solution qui a été implémentée au sortir du grand dialogue est discutable et est discutée profondément aujourd'hui au sein de la nation. Que l'Assemblée prenne position pour soutenir cela nous semble un peu... en fait, nous ne soutenons pas ça. Nous pensons qu'on se serait attendu à ce que le président de l'Assemblée lance un appel à l'endroit des différents acteurs et des élites pour qu'on refasse le dialogue, un dialogue véritablement inclusif et franc, à l'effet de trouver des solutions véritables à cette crise pour aller à la signature de l'arrêt des hostilités avant de passer au désarmement, démobilisation et réinsertion. C'est ça qui est l'approche logique. On ne peut pas penser que les gens qui sont dans les forêts aujourd'hui et sortent avec les armes n'attendent que l'appel pour sortir. Ils attendent la signature de l'arrêt des hostilités. Et pour en arriver là, on sait ce qu'il faut faire. Nous pensons que le Parlement, l'Assemblée nationale, n'est pas obligé d'être toujours solidaire avec des approches du pouvoir exécutif. On est un pouvoir et on doit avoir notre vision, notre approche, notre opinion dans la gestion d'une crise majeure comme la crise anglophone. L'une de nos attentes d'ailleurs que nous avons exprimée, c'est que cette Assemblée au cours de cette session ouvre finalement le débat pour donner sa propre position dans la gestion de cette crise anglophone. Ces forces de défense et de sécurité qui coûtent, j'aimerais le rappeler à tous les Camerounais, qui coûtent au moins 30% du budget de l'État, sont incapables de ramener la sécurité pendant 4 ans. Donc nous devrions pouvoir nous pencher sur cela, mais cela devrait se faire dans le cadre tout à fait légal des discussions budgétaires. Moi, je ne vois pas pourquoi on continue à augmenter le budget si nous n'arrivons pas à ramener la paix dans cette région. Je ne vois pas pourquoi est-ce que nous ne devrions pas parler de ça clairement, nous ne devrons pas mettre ça sur la table. Et j'aimerais juste dire ici qu'il est important de comprendre que la responsabilité de la paix, la responsabilité de la sécurité, la responsabilité de la libre circulation, c'est le gouvernement du Cameroun. Et donc le Parlement doit prendre ses responsabilités pour essayer de faire en sorte que ce gouvernement prenne finalement ses responsabilités. Parce que je crois qu'on a trop attendu. Et le cas de Kumba nous montre encore une fois que nous sommes très bons quand il faut pleurer, mais nous sommes très mauvais quand il faut agir pour éviter qu'on pleure demain. Lutte contre les vers intestinaux, plus de 7,5 millions d'enfants d'âge scolaire et 230 000 adultes seront déparasités au cours de cette campagne de lutte contre les vers intestinaux prévue du 16 au 27 novembre 2020 dans les 10 régions du Cameroun. Régine Lindangobitik pour les détails. Campagne nationale de lutte contre les vers intestinaux dont en souffrent des millions de Camerounais. Pour combattre ce mal, le ministère de la Santé publique lance une vaste campagne de déparasitage dans les 10 régions du pays, prévue aux dates allant du 16 au 27 novembre 2020. 7 403 250 enfants d'âge scolaire 5 à 14 ans et 230 000 adultes seront déparasités sur l'étendue du territoire national.
D'après le docteur Manaouda Malachi, ministre de la Santé publique, cette campagne de déparasitage se déroulera dans les districts de santé les plus touchés en étroite collaboration avec le ministère de l'Éducation de base et les communes. Pour atteindre sa cible, il prévoit mobiliser les équipes cadres des districts de santé pour le déparasitage des élèves des établissements dépendant d'autres départements ministériels et des enfants d'âge scolaire et non scolarisés. Dans un communiqué publié à cet effet, le ministre de la Santé publique demande de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer une bonne mise en œuvre des activités au niveau des différentes régions, notamment la formation des acteurs à tous les enfants d'âge scolaire et la bonne gestion des médicaments dans le strict respect des mesures barrières contre la COVID-19. Il continue en invitant le personnel à veiller à une remontée diligente des données et à transmettre sans délai des résultats et rapports de la dite campagne au secrétariat permanent du Programme national de lutte contre la schistosomiase et les helminthias intestinales. En Angola, des manifestations antigouvernementales ont été fortement réprimées hier. Les manifestants dénonçaient à Luanda les tares auxquelles fait face la société angolaise. Au Ghana, Jerry John Rawlings n'est plus. L'ancien président ghanéen est décédé hier à l'hôpital universitaire Kolbu dans la capitale Accra. Blanchard Thierry-Sop pour le round-up de cette actualité. Jerry John Rawlings était admis depuis une semaine à l'hôpital universitaire Kolbu dans la capitale du Ghana, Accra. Rien n'avait cependant filtré sur les causes de cette hospitalisation. Le Congrès démocratique national, son parti, en annonçant le décès de l'ancien président à l'âge de 73 ans, n'a pas donné plus de détails sur les causes. Jerry John Rawlings était un militaire de formation qui s'est emparé du pouvoir en 1979 et en 1981 par des coups d'État. Il a été chef du Conseil national provisoire de défense pendant 11 ans avant d'être élu président de la République du Ghana en 1992 et réélu au premier tour en 1996. Il perdit l'élection présidentielle en 2000 contre John Kufuor. En Angola, les forces de sécurité ont tiré à balles réelles et utilisé des gaz lacrymogènes contre des jeunes manifestants dans la capitale Luanda en marge de la fête nationale. Des rassemblements contre le taux élevé de chômage, le coût de la vie et la corruption étatique se succèdent depuis plusieurs semaines. Les protestataires, soutenus par l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, l'UNITA, le principal parti d'opposition, demandent également la tenue d'élections locales, reportées à cause de la pandémie de coronavirus. Il y a de la misère et de la famine, nous manquons d'eau, de lumière et d'autobus. Les gens sont dans une mauvaise passe, ils sont désespérés, a déclaré un manifestant. Au Burkina Faso, 14 soldats tués dans une attaque à l'approche de la présidentielle. L'embuscade non revendiquée pour l'heure a eu lieu mercredi à 11 jours des élections dans l'une des régions les plus touchées par les exactions des groupes djihadistes au nord du pays. L'embuscade de mercredi n'a pas été revendiquée, nous le soulignons dans l'immédiat, mais comme nous l'annoncions hier, elle a été attribuée selon le président Roch-Marc Christian Kaboré, au groupe terroriste. Il faut souligner que la campagne électorale pour l'élection du 22 novembre se poursuit. La seule femme en lice se porte plus que bien. Lessine Femba nous dresse d'ailleurs le portrait de la seule femme candidate à la magistrature suprême du côté du Burkina Faso. Le 22 novembre 2020, 13 candidats tenteront de se hisser au sommet de la magistrature suprême au Burkina Faso. Parmi ces candidats, on a une femme. Mais qui est-elle? Yelik Monikam, puisqu'il s'agit d'elle, voit le jour le 24 août 1973 à Bobo Dielosso. Mariée et mère de 5 enfants, elle commence son parcours scolaire à l'âge de 6 ans. Après l'obtention de son BEPC, elle est orientée dans un lycée technique du lycée Charles Lavigéry où elle obtient un baccalauréat G à l'âge de 21 ans en 1994. Après son diplôme universitaire de technologie en secrétariat passé à l'Institut universitaire de technologie de l'Université polytechnique de Bobo, elle passe avec succès le test de recrutement de Grace Savauche, une société courtage d'assurance en 1996. Elle lui fera 15 ans tout en poursuivant ses études. Pendant qu'elle entre dans le monde professionnel, Yelik Monique continue ses études et retourne à l'Institut burkinabé des arts et métiers et en ressort technicienne d'assurance.
En 2007, après une licence professionnelle en marketing, elle se lancera à la quête d'un Master 1 et 2 en marketing et stratégie à l'Institut supérieur privé polytechnique de Ouagadougou. Grâce à ses performances professionnelles, elle est promue la même année comme responsable commerciale de Grasse Savouche. En 2018, elle lance Sagesse, sa propre marque pour offrir des solutions d'assurance. Ses compétences dans le monde de l'assurance lui garantissent un portefeuille avec sagesse auprès des acteurs privés, des multinationales, des sociétés minières, des PME et permis. Avec cette entreprise, elle réussira à créer 100 emplois permanents et temporaires et encadrer plus de 200 stagiaires. Ce qui lui a valu en 2014 une distinction du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et de la Formation et lui a également été décerné le trophée du programme spécial de création d'emplois jeunes femmes. Dans le but de réaliser son rêve, qui est de changer le monde, Yelik Monique va rejoindre en 2010 le Congrès pour la démocratie et le pouvoir de l'ancien parti au pouvoir. Où elle y sera en tant que militante de base avec pour ambition d'obtenir une place sur la liste des législatives et municipales. Malheureusement, elle ne réussira pas à être positionnée. En 2012, avec un groupe de jeunes, elle va créer une association dénommée le Mouvement éducatif du Burkina, avec pour objectif la promotion du développement par l'éducation. À la création du mouvement du peuple pour le progrès du président actuel Roch-Marc Christian Kaboré, elle intègre le parti dans le but d'obtenir un poste électif. Confrontée à une discrimination à la fois ethnique et de genre, elle verra son rêve prendre un coup. Voyant ses difficultés en tant que femme de se frayer un chemin pour le pouvoir, elle décide de lancer son propre parti politique. C'est ainsi qu'en août 2020, le mouvement éducatif pour le Burkina devient le mouvement pour la renaissance du Burkina, dont elle est la présidence et porte les couleurs de la présidentielle du 22 novembre prochain. Cette femme battante et audacieuse compte engager des réformes institutionnelles nécessaires pour lutter contre la corruption, amorcer la réconciliation nationale. En outre, elle veut créer une chambre des sages qui sera composée de 130 membres et de tous les anciens chefs d'État. Et cette chambre aura de larges prérogatives pour contrôler l'action du gouvernement et du Parlement, de désamorcer toutes les tensions de divers ordres et de négocier avec les groupes armés. Grand Prix cycliste international Chantal Biya, la France et la Hollande disent non à la compétition en raison de la Covid-19. Cette 20e édition qui débute dans 6 jours ne verra pas la participation de ces pays. Quant au comité d'organisation, il est à pied d'œuvre pour que l'édition de cette année soit meilleure que les précédentes éditions malgré la pandémie du coronavirus. C'est d'ailleurs pour cela que ces derniers s'attellent ces derniers jours et les responsables de cette fédération se sont rencontrés au ministère des Sports et de l'Éducation physique lors de la réunion de coordination qui a eu lieu le mercredi 11 novembre 2020. Comme je vous l'annonçais, je reçois dans une poussière de secondes en posture d'invité de ce journal, comme tous les vendredis, depuis l'Hexagone, le professeur Pierre Mila Assouté, homme politique camerounais en exil depuis près de 17 ans et président national du Rassemblement démocratique pour la modernité du Cameroun. Madame, Monsieur, comme nous vous l'annoncions il y a quelques secondes, nous recevons en posture d'invité, comme tous les vendredis, Sa Majesté Mila Assouté, disons Pierre Mila Assouté. Il est par ailleurs président national du Rassemblement démocratique pour la modernité du Cameroun. C'est un homme politique bien connu du landerneau politique camerounais et même africain, va à l'international. Il est en exil depuis pratiquement 17 ans. J'ai le plaisir de l'avoir ce soir dans le cadre de ce journal. Bonsoir, professeur Pierre Mila Assouté. Bonsoir, monsieur Niopé. Merci de m'avoir invité. Et je dis bonsoir aussi à vos téléspectateurs, à mes compatriotes camerounais et africains qui regardent votre belle chaîne. Alors, j'ai l'habitude de vous poser cette question. 17 ans après, le Cameroun ne vous manque-t-il pas? Ben, le Cameroun me manque beaucoup, ma famille me manque beaucoup. Ça, c'est quelque chose de légitime. Je suis un Camerounais né au Cameroun. Je suis chef traditionnel, vous l'avez dit. Mes administrés
me manque beaucoup et je leur manque beaucoup. D'ailleurs, ils l'expriment. C'est un pays que je porte dans l'âme. J'ai beaucoup travaillé pour le Cameroun et ben, ça me manque, sauf que j'étais à un moment donné obligé de rester en dehors du Cameroun. Dans la vie des hommes politiques, c'est quelque chose de courant. Alors, comment vous réussissez, disons-le ainsi, à administrer les populations de la plaine de Sancho ou Sanzo, comme on l'appelle de manière triviale, étant si éloigné? Parce que, souvenez-le, vous êtes en France à l'heure où nous parlons. C'est vrai, ce n'est pas évident de gérer une institution traditionnelle ou même autre hein, à distance. C'est très compliqué d'ailleurs. Et souvent, il y a des gens qui en profitent pour créer du désordre parce que vous n'êtes pas là ou qui créent des, on va même dire parfois des troubles. C'est pas simple, mais la chefferie traditionnelle est une institution qui est composée de grands notables, de notables, autour du chef qui peut se faire représenter. Et les villages, dans le cas d'espèce, il y en a 33. Il y a à la tête de chaque village un chef de village avec aussi autour de lui des notables. Donc, c'est une institution, c'est une cour. Et au sein de la cour, il y a des responsabilités qui sont divisées. Dans le cas d'espèce, j'ai un représentant permanent qui vit au village et qui assure les tâches quotidiennes et me rend compte quotidiennement à la faveur des nouvelles technologies de communication. Il y a un président du conseil des chefs qui préside le conseil des différents chefs de village, qui est une espèce, on va dire, de premier ministre dans la cour. Et il y a autour de lui différents notables et différents chefs de village qui jouent le rôle de conseiller ou qui jouent le rôle de ministre selon les secteurs de problèmes à examiner. Donc voilà un peu comment la cour est constituée. Vu ainsi, vous voyez, souvent, c'est une question de crise d'autorité qui peut se poser parce que le chef lui-même n'est pas là et que quelques-uns en profitent pour créer des troubles ou des désordres. Ça arrive souvent. C'est ce qui rend la chose la plus difficile. Et aussi, le citoyen, l'administré lui-même, a tendance à vouloir remonter jusqu'au chef lorsque les décisions qui sont prises par ces différentes instances ne lui conviennent pas. Ça aussi, je me fais beaucoup de plaisir à leur parler à travers ces mêmes médias, que ce soit par WhatsApp, que ce soit par Messenger ou parfois par Skype. C'est quelque chose, c'est un exercice auquel je me livre souvent sans me priver parce que je sais que je leur manque beaucoup. Ça arrive à peser souvent beaucoup de tensions. Je règle beaucoup de problèmes. Quotidiennement, je règle beaucoup de problèmes par jour. Beaucoup de problèmes par jour. Donc, voilà comment je gère. Mais vous savez, hein, à défaut du poisson, le héron pêcha le limaçon. Donc, il se contente de cette gestion à distance pour le moment. Eh ben, j'espère que ça ne va plus durer très longtemps. Alors, vous suivez de manière très particulière l'actualité au Cameroun, disons-le ainsi, et vous savez certainement que le Parlement est réuni depuis hier jeudi du côté du Palais des Congrès pour la dernière session de l'année 2020, une session en principe consacrée au vote, à l'examen et au vote du budget 2021. Mais au cours de ces travaux, il y a beaucoup de parlementaires, beaucoup de députés et même sénateurs au niveau de la Chambre haute qui ont estimé qu'il est plus que jamais temps de parler du problème ou de la crise anglophone dans les parties, dans le nord-ouest et le sud-ouest du Cameroun, parce que les problèmes s'accumulent au quotidien. Tout récemment, le 24 octobre dernier, par exemple, on a vu en Monde Vision un drame suffisamment qui a posé beaucoup de crises de conscience au sein du corps social. 7 enfants qui ont perdu la vie aussi lâchement, arrachés, tués par des hommes sans foi ni loi pour une cause jusqu'ici plus ou moins incompréhensible. Alors, comment
Est-ce que vous attendiez à ce que finalement le problème ou le sujet sur la crise anglophone soit posé sur la table des débats du côté du Parlement, disons-le ainsi de manière triviale? Vous évoquez une page très douloureuse de l'histoire de notre pays. Après les événements de 1955, 1957, 58, 59, 60, on va dire jusqu'en 1971, c'est-à-dire la période dite du maquis. Et puis, il s'en est suivi une autre, celle de Boko Haram dans l'extrême nord, qui n'est pas terminée. Alors qu'on croyait qu'on était au bout du tunnel, on a vu naître cette affaire, cette grave crise incompréhensible, vous l'avez dit, dans le nord-ouest et le sud-ouest. Bon, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ce problème soit débattu à l'Assemblée nationale? Si j'ai bien compris votre question, elle est celle-là. Je voudrais d'abord, avant de répondre à cette question, vous dire, et à vous-même, les condoléances que je ressens au fond de moi pour le Cameroun, aux parents affectés par ces drames, à toute la région du nord-ouest et du sud-ouest traumatisée par ces barbaries, et au peuple camerounais qui a observé une journée de deuil national décrétée par le chef d'État, son Excellence Paul Biya. C'était un moment important dans la vie de notre pays parce qu'il fixe la mémoire collective sur la gravité de cette situation, où nous avons vu des gens sans foi ni loi, des barbares, des démons, des monstres, des crapules, débarquer dans une école pour tirer sur l'école, sur l'éducation, sur des anges et des enfants à qui les parents ont demandé d'aller à l'école et qui ont obéi servilement à leurs parents sans s'imaginer que c'était le dernier voyage dans ces écoles. Donc, c'est un moment difficile. L'Assemblée nationale est bien sûr l'endroit idoine où les peuples parlent de leurs problèmes. Mais dans la situation actuelle du nord-ouest et du sud-ouest, je crois qu'il faut sortir des postures politiciennes. Les postures politiciennes, c'est de dire qu'il faut aller parler de cette affaire-là à l'Assemblée nationale. Comme si l'Assemblée nationale avait encore plus de légitimité qu'un grand dialogue national où tout le Cameroun est représenté et où toute la nation, l'attention de toute la nation en direct est focalisée pour voir ce qui en sortirait. Ce grand dialogue national a eu lieu avec tous les corps constitués de la République de notre pays, avec tous les grands segments et secteurs traditionnels politiques de notre pays. Ce grand dialogue national a accouché des résolutions qui ne peuvent pas être parfaites, sauf si on va chez Dieu, mais qui sont perfectibles et dont l'exécution, me semble-t-il, est en cours. Et nous pouvons le dire avec une certaine assurance que l'exécution est en cours. Pourquoi? Parce que la décentralisation qui traînait depuis un certain temps a enfin été débloquée à l'issue de cette conférence, de ce dialogue, grand dialogue national. Il y a en place de démobilisation et de désarmement et de réinsertion. Et il y a le bilinguisme, la commission du bilinguisme, je crois que c'est comme ça que ça s'est appelé. Et puis, il y a le dialogue qui se poursuit. Donc, je ne crois pas que l'Assemblée nationale dirait quelque chose qui n'ait pas pu être dite pendant le grand dialogue national. Que les gens veuillent en débattre, peut-être pour examiner de nouveau dans le cadre législatif ce qu'il faut faire, pourquoi pas? Si dans les mécanismes de fonctionnement d'une Assemblée nationale, ce sont des points qui sont inscrits à l'ordre du jour. Mais je crois qu'aujourd'hui, ce qui est prioritaire, et je l'avais dit aussi dans le cadre d'une autre émission où on parlait de la reconstruction qui était en cours. J'avais dit que je pense que c'était inverser l'ordre
de l'ordonnancement des choses que de parler de reconstruction dans un environnement où il y avait encore des troubles et qui était susceptible d'être exposé à des destructions s'il y avait des infrastructures qui étaient faites parce qu'on n'avait pas encore maîtrisé tous ces délinquants. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus que des délinquants, ce sont des barbares. Ils sont allés au-dessus des crapuleries de Boko Haram, de Al-Qaïda. C'est ce que nous avons vu. Et donc, je m'inquiétais que l'on ait placé la charrue avant les bœufs. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire dans ces régions, pour que les drames que nous avons vécus à l'école, qui font couler les larmes à chaque être humain, qui ne recommencent pas, c'est de monter en puissance sécuritaire dans cette zone. Je l'avais déjà dit à un moment donné qu'il fallait nettoyer cette zone. Et c'est un langage que les stratèges, les géostratèges comprennent bien. Les stratèges aussi le comprennent bien. Il faut nettoyer cette zone. Vous avez vu qu'on a poussé c'est un discours va-t-en-guerre. Le cardinal Toumi, un homme de 90 ans. On a touché le fond là, après avoir détruit des enfants qui ont des rescapés. Je crois qu'on parle de 13 blessés. On ne sait même pas dans quel état ils sont aujourd'hui. On parle de 7 morts, mais les autres qui sont blessés, qu'est-ce qu'ils en sont? Je souhaite qu'ils retrouvent la santé rapidement et que ces choses ne recommencent plus. Donc, résultat, débattre à l'Assemblée nationale, c'est gloser autour d'une question qui a besoin d'une solution. La question politique n'a pas cours maintenant. C'est la question sécuritaire qui a cours maintenant. On peut faire les deux, oui, mais la priorité est à la question sécuritaire. Il faudrait de la fermeté dans ces zones. Moi, je suis allé jusqu'à dire très clairement, comme géostratège, et c'est le conseil que je donnerai au gouvernement, c'est une zone qui a besoin au minimum d'un commandement opérationnel. Au minimum. Ça se serait passé partout. En France, lorsque, sous le président Chirac, des jeunes gens sont sortis de Saint-Denis pour aller brûler les voitures, on n'était pas dans les années, au XVIIe siècle. Le président Chirac a décrété un état d'urgence en France, un état d'urgence pour arrêter tout cela. C'est possible au Cameroun. Et je pense qu'à cause de la gravité de la situation qui ne baisse pas, bien que ce sont des signes de fébrilité qui montrent que les sécessionnistes, ou du moins, on ne sait même pas si c'est toujours eux, des bandits qui font ces choses, ont perdu pied. Il faut monter en puissance. Il faut le commandement opérationnel ou l'état d'urgence. On ne peut pas encore arriver à l'état d'exception, mais une de ces instances est nécessaire pour arrêter ces drames avec des gens qui ne reculent devant rien et qui n'ont peur de rien. Donc voilà ce que je peux dire. Allez parler à l'Assemblée nationale. Si c'est pour demander au président de la République de mettre en place un commandement opérationnel, pourquoi pas? Si c'est pour demander au président de la République de décréter l'état d'urgence dans ces zones, pourquoi pas? Mais si c'est pour parler de politiciens, d'inviter des gens à discuter avec des crapules, des bandits, des tueurs, je crois que ça ne s'est fait nulle part, ça ne se fera pas au Cameroun, ça ne doit pas se faire au Cameroun. Voilà ce que je pense. Là, on parle de la politique, on parle de politique en décapitant les enfants, on parle de politique en tirant sur l'école. Ce n'est plus de la politique qu'il s'agit. C'est de la barbarie de laquelle on croyait être sorti en l'enlevant de notre hymne national, mais on y retourne, il faut la stopper. Professeur, merci d'avoir accepté d'être l'invité de la rédaction, comme tous les vendredis sur Reflet d'Afrique Télévision. Je vous remercie de m'avoir invité, d'avoir échangé sur ces questions importantes. Merci à vos téléspectateurs et à vous-même. Madame, Monsieur, c'est avec cet entretien que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir écouté. Surtout, restez scotchés sur Reflet d'Afrique Télévision et bonne suite des programmes. Rendez-vous lundi, 20h.